Bonjour Julien, Bonjour Frédéric. alors merci d'être sur le blog Investir en Slip pour ce premier podcast. On va parler un petit peu de ton actualité et puis faire un petit peu le tour des différents events SEO qui vont se présenter là dans quelques jours ou quelques semaines pour le tien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter en quelques mots. D'accord, déjà merci à toi pour l'accueil. Je pense qu'il y a plein de monde qui ne connaissent pas. Donc j'ai 27 ans, j'ai une agence SEO, on est actuellement 6. On fait tout ce qui est audit de site internet, reco, préco et netlinking ainsi que réseau de sites et globalement voilà ce qui entoure l'agence aujourd'hui. Ok. T'as aussi pas mal de t'as aussi ton propre système, enfin des sites qui travaillent que pour toi. Oui, Voilà, tu fais pas que de la prestation. non. On Euh, fait aujourd'hui, on va dire, 60% de prestations et 40% nos sites. Donc ça fait quand même beaucoup de travail, mais on adore ça, quoi. ok. Et comment t'en es venu à vouloir faire de la prestation? Parce que c'est pas forcément voilà, quand on a commencé à travailler avec ses propres sites, à gagner son argent avec ses propres sites, et puis il y a une espèce de stimulation qu'on n'a pas forcément quand on travaille avec des clients. Comment t'en es venu finalement à avoir envie de travailler pour des clients? Au-delà de l'envie, c'est surtout un besoin apprendre des choses, comprendre comment fonctionnent des plus gros sites, des plus gros systèmes, de la gestion d'équipe et voir comment tout ça se passe, comment ça se goupille, comment ça se fait et comment tu mets ça en place avec un site qui est plus gros et sur lequel tu vas faire gagner de l'argent, du trafic à un client. Tu gagnes énormément en compétences et en expérience en faisant ce genre de choses. Ce que tu vas faire pour toi en personnel ne va pas être reproductible pour un client et Mhm. vice-versa, mais il y a des actions que tu vas mener pour toi ou pour les clients qui peuvent être complémentaires. Et c'est ça que j'aime bien, ça te permet d'apprendre plusieurs choses et de comprendre vraiment pas mal de choses et d'avancer plus vite encore. Ok, donc toi, le profil type des clients qui viennent vers toi, ce serait quoi en fait? Est-ce que tu as un profil particulier? Alors, il y a tout type de clients. Il peut y avoir le client de base qui est artisan et qui cherche du SEO. Il peut y avoir un site plus gros et qui est aujourd'hui en développement et a besoin de SEO. Et puis enfin, il y a des plus ou moins grands comptes qui eux sont déjà établis, qui ont même par moment déjà une agence SEO et qui cherchent un complément de SEO ou un audit de site, ou du netlinking, ou un réseau de sites, etc. Donc il y a vraiment tout type de clients. Après, c'est à nous de traiter la demande et de la comprendre et de faire en sorte que cette demande-là, on la prenne ou pas en fonction de ce que nous, en interne, on attend d'un client. Ok, ok. Tu peux t'adapter finalement, quel que soit le budget, grosso modo. Non, Non? on a des prestations qui commencent à un certain montant et sur laquelle on ne déroge pas. C'est-à-dire que si le client a un budget qui est trop bas par rapport à nous, Ouais. très souvent je l'envoie à des copains, à des confrères, ou je le dirige vers une agence qui est compétente, plutôt que perdre le prospect. Mais Mhm. nous, on prend des clients qu'à partir d'un certain budget. Ok, ok. On parle de visibilité. Est-ce que comment dire, quand un client vient vers toi, a priori en règle générale, c'est pour avoir une visibilité. Le gars, il a vraiment une idée en tête, il va être visible sur Google. Oui. Est-ce que bon, et finalement on sait que voilà, il faut essayer d'attaquer à la visibilité par différents angles. Est-ce que les gens comment dire, ils sont pas un peu obsédés par Google, enfin on va dire par le mot-clé plutôt que est-ce qu'ils sont des fois pas un peu récalcitrants à essayer de passer par d'autres vecteurs type réseaux sociaux, place de marché, etc. Je ne sais que sais-je quoi. Là, c'est vrai que tu viens de citer plusieurs choses qui aujourd'hui ne sont pas encore entrées dans les mœurs. Tu parles de visibilité, c'est vrai que RAF, par exemple, RAF SEO, lui parle de visibilité et pas de référencement, et je pense qu'il a raison.
Ouais. On doit mettre en place tout ce qui est possible pour apporter du trafic et de la visibilité à nos clients. Et tu as aussi parlé de place de marché, etc. Et on le voit bien, par exemple, avec Rodrigue, qui tweet assez souvent sur le sujet, que c'est un axe de développement que peu font, même nous d'ailleurs, mais qui est a priori une grande source de trafic et potentiellement une source de revenus importante. Donc je pense que là, en 2015, 2016, etc., on va plus parler de SEO pur, on va parler de visibilité, acquisition de trafic par tous les moyens, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit mailing, que ce soit SEA, SEO, SEM, tout ce qui est possible de ramener du trafic. Par contre, c'est vrai que très souvent les clients sont pas éduqués et demandent basiquement du SEO. Mais déjà, le SEO, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça comprend de l'audit? Est-ce que ça comprend du on-site, du off-site? Est-ce que ça comprend du contenu? C'est très large. Donc après, à toi en tant qu'agence ou freelance ou salarié, de comprendre la demande de ton client et d'aller plus loin et d'aller dans le conseil. Vous avez tel budget, on vous conseille de. Et là, tu as un domaine d'expertise. Oui, d'autant plus que tu peux appuyer sur le côté conversion plutôt que sur. C'est des fois pas plus intelligent d'appuyer côté conversion que le côté pure visibilité. Si la finalité c'est d'avoir de l'argent, parfois monter sur un mot-clé, c'est pas forcément le meilleur moyen, le plus rapide d'y arriver. Il y a d'autres choses à. Bien sûr. Déjà, il y a deux choses. Un artisan lambda qui est vitrier a pas forcément besoin de réseaux sociaux. Par contre, une boutique de mode, etc., va avoir besoin des réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est vrai que en fonction de la requête ou du besoin du client, finalement, on n'est pas obligé de mettre en place du SEO pur. On va mettre en place tout ce qui est possible pour pouvoir faire en sorte que le ROI du client soit bon. Après, on n'oublie pas, nous on est une agence SEO, on fait pas non plus des réseaux sociaux, etc. On le fait à taille humaine basique, on va dire. On n'est pas spécialiste dans le Facebook Ads, etc. On le fait pour nos propres sites, on maîtrise plus ou moins la bête. Par contre, de là à se dire on va vendre du Facebook Ads, etc., on le fait pas. Je préfère dire monsieur, écoutez, ou madame, on n'est pas capable de le faire à 100% de façon pérenne pour vous, alors je vous conseille telle ou telle personne. Et à partir de là, tu peux très bien devenir apporteur d'affaires d'une autre agence, etc. Donc il faut mieux, il y a une phrase de Jérôme Clou, je crois qu'il m'avait dit au SEO Camp de 2013, quand tu ne sais pas faire quelque chose parfaitement, alors sous-traite-le. Parce que le temps que tu vas passer en fait à la faire, cette chose-là, tu vas pas faire ce que tu aimes, 2, tu vas pas être compétent, 3, il y a une personne qui pourra le faire beaucoup plus rapidement que toi, beaucoup plus facilement, et peut-être ton temps coûtera moins d'argent que la prestation qu'il va te faire. Donc ça c'est pas mal en tant que prestataire SEO. Enfin, je trouve c'est pas forcément le cas de tous les prestataires SEO, c'est de se positionner en tant que conseil avec une finalité de ROI. Ça semble bête à dire, mais parfois monter sur un mot-clé, c'est pas forcément, en mode SEO un peu bébête, quoi. C'est pas forcément la bonne solution. Après, tout dépend ton client comment il est éduqué. J'ai envie de dire que il y a beaucoup de clients qui ont besoin aujourd'hui, qui ont déjà une agence AdWords, par exemple, qui ont déjà une agence avec des community managers, qui ont déjà cette visibilité-là. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment du SEO pur. Et là, on est à même d'y répondre. Je pense qu'une agence qui fait tout dans tout le package l'un dans l'autre, il y a un moment donné où ça pose souci parce que on se concentre pas vraiment sur ce qu'on sait faire entièrement. Je parle pas d'agence, grosse agence, il y a des grosses agences type Resoneo, etc. qui doivent pouvoir le faire parce que ils ont la compétence en interne pour. Je parle d'agences de taille humaine comme nous, 6-10 personnes. Tu ne peux pas prendre toutes les demandes et tous les prospects, et tu ne peux surtout pas prendre tout le package. Ça serait inhumain et puis surtout flouer le client parce que tu ne peux pas être compétent à 100% dans tous les domaines, ni même en SEO d'ailleurs.
D'accord. Si on balayait vite fait le profil des employés que tu as, Alors, on a 6 salariés. La première, donc, c'est Marine. Marine est fait toute la partie gestion, comptabilité, papier, administratif, gestion des rédacteurs et donc de tout ce qui est synchronisation. C'est-à-dire que tu as une commande rédaction, tu appelles Marine, Marine la dispatche correctement, la vérifie, la livre correctement et t'établit la facture de devis, etc. okay. Ensuite, on a donc Oriane, qui elle est rédactrice salariée chez nous. Son travail, c'est sémantique contenu, produire du bon contenu, comprendre Google au sein du contenu, etc. Et livrer au mieux nos clients. Ouais. Ensuite, on a Frédéric. Frédéric, lui, il est plutôt, on va dire, homme à tout faire. Ouais. Il peut très bien faire de la création de sites, WordPress pour nous, ou poser des liens, ou faire de la recherche de R&D sur des sujets précis. D'accord, ok. Il peut à peu près tout faire, et c'est vraiment important. Oui, ça, mais puis en plus c'est assez sympa de faire de la R&D, ouais. Ouais, voilà. Ensuite, nous avons Yves. Yves qui est développement commercial, on va dire. Reçoit les prospects, les analyse, les qualifie, et puis tout le parcours commande, client, devis, réponse, etc. Ouais. Et pour finir, on a Sandrine Bertrand, qui elle est SEO on-site, donc beaucoup d'audits de sites, etc. Ouais. Beaucoup d'analyses sur le on-site et spécialiste aussi dans les pénalités, enfin, surtout sur les désaveux de liens, etc. D'accord, et d'accord. Pour finir, il reste donc moi qui fais plus ou moins tout le reste. Voilà. Ok. Donc, pour toute la partie finalement référencement off-site, tu m'en as pas parlé dans les gens là que tu as cités. Si, peut-être Frédéric, un petit peu. Frédéric fait du off-site. Sandrine est à même de faire du off-site. Elle en fait d'ailleurs. Et ouais. Moi, je fais du off-site et même Marine peut en faire. J'ai envie de dire que du moment qu'on a ce spirit, cet esprit, je fais une action sur un site, je comprends que potentiellement on peut faire quelque chose avec. N'importe qui est capable de poser un lien demain. Maintenant, de là à juger la qualité de son lien, etc., c'est différent. Mais toutes les personnes chez nous, même Oriane, est capable de poser un lien quelque part s'il est intéressant. Ok. Est-ce que toi tu es encore dans une dynamique, on va dire, de chercheur, enfin je sais pas, moi il y a quelques temps encore, j'étais tout content d'aller chercher des spots et d'en trouver, etc. Est-ce que c'est encore quelque chose, voilà, qui... Je passe ma vie à chercher des spots. Ok, t'es encore, finalement t'as pas accumulé... Non, c'est pas ça, c'est que soit avec un tool comme Subserver Kevin, qui est génial d'ailleurs, tu as un problème avec ce genre d'outils, c'est que la concurrence, que ce soit nous ou d'autres, peuvent assez facilement maintenant retrouver tes liens, les tracer, les remonter, etc. Ouais. Soit tu t'arrêtes là basiquement et effectivement ça marche, ça fonctionne, etc. Même la nuit, aujourd'hui ça fonctionne. C'est pas palpitant quoi, de tracer tout le temps. Soit tu cherches la pépite et là c'est différent. Et tu auras un train d'avance. C'est vrai, voilà, bon. Okay. Pour ça d'ailleurs, puisqu'on a parlé d'événements au départ, il y a un mec que j'adore sur ce sujet, il y en a même deux, Shutter de Script SEO est monstrueux dans la recherche de plans backlink. Tout simplement parce que plutôt que de tracer les gens, lui il va passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à trouver un lien sur tel ou tel plan et là va dénicher le lien que tout le monde a besoin. David, c'est ça qui est intéressant, voilà. Si c'est pour aller poser des liens, bon. Oui, tout le monde est capable de poser un lien du moment que tu as la source. Et David, par exemple, Ninja Linker, qui lui est plus axé footprint, etc. Et pareil, avec cette intelligence de footprint, va pouvoir assez facilement trouver plein de plans que peu trouvent, même nous, parce qu'il a une intelligence dans les footprints qui est différente, tout simplement. Oui, et puis de toute façon, à partir du moment où bon, c'est normal de tracer, il n'y a pas de problème à tracer, mais... Oui, tout le monde trace. Voilà. Les mecs qui ne tracent pas, c'est pas vrai. Je veux dire... C'est un peu con, quoi. Mais à un moment donné, voilà, si tu traces pas, si tu parles, on va dire, de quelque chose qui germe à peu près de ton cerveau, il y a vraiment de la place, enfin, on va dire, pour... Il y a énormément de place pour faire la ligne. Maintenant, c'est, est-ce que
le temps que tu vas mettre à trouver ces liens-là est rentable à un ROI. Est-ce que tu vas pouvoir réutiliser ce lien-là, oui ou non, etc. Par exemple, bon, j'ai un exemple tout con parce que maintenant il a sauté. Je le donne comme ça fera un beau spot pour tous ceux qui écoutent. Dailymotion, par exemple, quand j'ai trouvé Dailymotion, mais il y en avait d'autres qui l'avaient trouvé. J'ai cherché 2 heures et demie de mon temps à comprendre comment ça fonctionnait. Ok. Est-ce que t'es parti du fait, t'as vu quelqu'un qui avait posé un lien et qui était un... Ah, okay. Alors j'ai vu une grosse boîte type Norman, par exemple, fait des vidéos, et je me suis dit pourquoi lui, en tant que YouTuber, pardon, ou Dailymotion, pourquoi lui il aurait un lien de follow et pas les autres en fait. Et de là est parti le constat, je vais chercher, comprendre et vraiment trouver ce lien. Et au bout d'une demi-heure, 1 heure, j'ai tout testé, intégration HTML, cookies, div, etc. J'essaie tous les champs et pas moyen. Et en fait, au bout de 2 heures, je me dis c'est pas possible. Et en fait, la seule solution de poser ce lien-là était de devenir partenaire d'Emotion, qui prenait moins d'1 minute 30. Ah d'accord. En fait, tu devenais pas éditeur de la plateforme d'Emotion. D'ailleurs, le lien est en footer du site sur toutes les pages. Ouais. Et du fait de devenir éditeur, c'est-à-dire plus ou moins appartenir au réseau d'Emotion, tu peux poser ton lien, 2 liens, 3 liens, 12 liens, 2 follow. Mais à la base, j'ai quand même vu quelqu'un qui l'avait fait. Ok. Donc il t'a inspiré, puis après t'as cherché comment... Après j'ai cherché, ça m'est pas tombé tout le cul dans la bouche, vas-y, ça fonctionne quoi. Oui, t'es pas tombé sur une belle liste, on va dire, où t'avais plus qu'à plugger. Ok, et est-ce que une fois que t'as trouvé tes spots, parce que finalement des spots, voilà, de fil en aiguille, on en trouve un paquet, c'est pas toujours aller. Une fois qu'on les a trouvés et qu'on a posé une fois un lien, aller en poser un deuxième, ça commence déjà à gaver. Est-ce que tu automatises plus ou moins tes trouvailles, on va dire par la suite via des tools comme Zeno ou pas? Basiquement, j'en ai bien Href, Majestic, etc. Automatiser la pause Zeno ou la pause, la pause. La pause, il y a certains liens qu'on a automatisés, oui, ça c'est clair. Ouais, parce que bon, finalement, c'est quand même pas ce qu'il y a de... Voilà, poser le lien, c'est pas très palpitant. Oui, voilà. Si, il y a des endroits où c'est palpitant, parce que poser un lien c'est bien, lui donner du jus c'est mieux, l'indexer c'est encore mieux. C'est vrai. Voilà. Mais si tu arrives à automatiser ces 3 choses que tu as dit, via Zeno, ce qui est possible, quelquefois... Bien sûr que c'est possible. Voilà. Stéphane le fait très bien, et d'ailleurs je conseille sa formation Zeno, parce que elle est superbe. Et effectivement, tu peux carrément le faire. Du moment que l'humain est capable de le faire, tu peux le faire assez facilement avec Zeno. Du moment que tu as compris ce système-là. Zeno, très bon tool d'ailleurs. Je sais pas si tu as commencé par ça en termes de tool d'automatisation. Moi j'étais sur... On a automatisé beaucoup de choses en PHP, Casper.js, etc. J'ai fait automatiser à des développeurs type Benoît, Divios, etc. Gladix, etc. Et on a beaucoup automatisé en PHP, curl, etc. Et à partir de là, j'ai vu que Xeno commençait à de plus en plus être en vue et j'ai appelé Stéphane, il nous a fait une formation Xeno et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide d'automatiser un spot avec Xeno. Complètement. Et c'est fou, hein, parce que ce tool il existe depuis perpète. Alors, moi j'ai juste... N'importe hein. Donc je mets... Tac. Ouais, donc ce que je disais, c'est que je trouvais ça fou finalement que Zeno, ça existe finalement depuis perpète, et c'est quelque chose qui connaît le succès depuis, enfin en France en tout cas, depuis pas si longtemps que ça. En fait, je pense que c'est comme beaucoup de tools, du moment tous les SEO, du moment qu'un SEO commence à utiliser un tool, une fois, 2 fois, tu parles, tu discutes, tu partages, et après ça va très vite quoi. Je pense que c'est vraiment ça quoi. Et de toute façon, c'est comme quand tu fais une levée de fonds ou une start-up, soit la start-up est très bonne et elle va péter toute seule, même si le produit est superbe, soit elle est attentiste et elle va mettre plus de temps à péter. Et je pense qu'un tool SEO c'est pareil, plus il y a de personnes qui l'utilisent, plus forcément il a de la chance d'être public. Et moins de personnes l'utilisent, moins il a de la chance d'être public. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai. Alors moi,
pour ce qui est de SIG marketing, Oui, par exemple, je pense que Paul a beaucoup participé oui, voilà, au développement de SPIP, enfin, de SIG pour SPIP, etc. C'est une évidence. ouais. Si au SEA Level, Paul n'avait pas parlé de SIG, bon, je sais pas s'il était démocratisé avant, etc. Mais forcément, il aurait eu moins de succès en France, c'est évident. Ouais, c'est clair. GSA, c'est pareil, au départ, il était très peu connu. Par exemple, en Scrapper, tout le monde connaît Scrapbox, peu de personnes connaissent GS Scrapper. Et forcément, voilà, c'est tout. Je pense qu'à un moment donné, c'est la visibilité du tool qui fait qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne pas. Ouais, complètement. D'ailleurs, à ce propos, GSA, tu l'utilises? Non. Non. Ok. Non. Je pourrais l'utiliser éventuellement pour indexer des liens, mais c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, c'est que c'est pas mes actions prioritaires aujourd'hui. Ok. C'est vrai qu'en plus, bon, c'est assez, enfin, en mode comme moi je l'utilise, c'est assez dégueulasse. Peut-être qu'il y en a Ah qui oui, c'est l'utilisent mieux. dégueulasse. Ouais, c'est assez dégueulasse. Si, il y a des mecs, il y a des mecs qui l'utilisent pas proprement, mais d'une façon peut-être plus intelligente que nous et qui font qu'ils l'utilisent parfaitement, quoi. Hein. C'est possible. Hein. Après, de là, je veux dire, tout est possible. J'ai envie de dire, c'est comme quand tu as une Porsche, soit tu roules à 130 comme les gens normaux, soit tu roules à 400 km/h, enfin 300 km/h, et comme les gens pas normaux, et puis c'est tout. C'est la bête que tu as dans la main, à toi de faire, soit tu la maîtrises, soit tu ne la maîtrises pas, soit tu la maîtrises pas du tout et tu l'utilises en mode bazooka. Je pense que c'est vraiment l'humain qui derrière va définir la puissance des tools qu'on utilise. Il y a des mecs qui utilisent Scrapbox à 5%, il y a des mecs qui l'utilisent à 80%, il y a des mecs qui l'utilisent à 100%. C'est pareil, je pense. Le tool fera pas de toi quelqu'un de bon, quoi. Ça améliore, je veux dire, il y a quand même des tools qui améliorent largement, pas la rentabilité, mais le temps, etc. Quoi. C'est vrai, mais toujours est-il qu'il faut avoir, enfin. L'intelligence humaine de le configurer correctement et de pas l'utiliser en mode bazooka. Par exemple, c'est pas donné à tout le monde, mais il y a des tools type, par exemple, GSA, au départ, je l'utilisais en mode bazooka. Shutter m'a montré des choses, etc. Avec Jafar, par exemple, et tu l'utilises un peu moins en mode bazooka. Et tu peux faire des belles choses. Mais c'est vraiment l'humain qui va faire que tu l'utilises correctement ou pas, quoi. Ce tool-là, c'est moi la première fois que j'en ai entendu parler, c'est Rudy. Et oui, effectivement, moi aussi d'ailleurs. Ouais, quand il l'utilisait, c'était pas encore très très connu, en mode bien bazooka. C'est dégueulasse. Que bazooka, ouais. Ah, tu faisais bon, enfin c'est incroyable, hein, ouais. Comme quoi, bon, voilà, hein, il y a des choses qui fonctionnent et qui sont, si tu arrives à les choper, enfin qui fonctionnent de manière. Ouais, j'ai ça quand. D'ailleurs, la première personne qui m'a montré j'ai ça, c'est effectivement Oli. À Toulouse, et effectivement, il l'utilisait d'une façon qui était démentielle, quoi. Avec de très beaux résultats. Avec des très beaux résultats à l'époque. À l'époque, ouais. Parce que t'as pas les meilleurs résultats avec GSA aujourd'hui. Enfin, de façon bazooka, hein, j'entends. Hein. Bazooka, où lui, il créait ses propres listes, avait traduit les templates, etc. C'était génial. Je parle de façon bazooka dans le sens où t'envoyais 10 000 liens et ça fonctionnait, quoi. C'est ça. Mais ce qui est fou, c'est que, alors, avant que Rudy, m'en parle, enfin, moi j'avais fait le SEA level, du coup, il en avait parlé à cette occasion-là. Mais sur les forums américains, on en parlait déjà, et bêtement, des fois, je sais pas, tu te dis c'est trop beau pour être vrai, et tu testes pas, et des fois. Il y a énormément de tools. Il y a un outil social qui est comme ça, et d'ailleurs, il mérite qu'on en parle parce que c'est des mecs qui se bougent. Ranky Bird. Neloska et je sais plus comment ça s'appelle, Z, je crois. C'est un outil qui, pour le prix, mais vaut largement le coup. Je veux dire, tu peux faire des acquisitions sociaux avec qui sont juste folles, quoi. Automatiser des comptes Twitter, répondre, poster des messages privés tout seul. Je veux dire, c'est génial. Il faut une formation d'ailleurs, non, je crois. Noska a fait une formation, ouais. Après, je la connais pas, donc je pourrais pas l'inventer ou pas, mais je sais que Noska est très bon au niveau social et que le tool il est vraiment bon, quoi. Ok. Encore une fois, après, par contre, bon. C'est de la manière que tu l'utilises, voilà. Ce tool-là, il est bon dans la manière que tu vas l'utiliser, c'est tout. Bon, on va quand même attaquer un peu la partie event. Donc, tu lances
une conférence SEO le 30 octobre, donc qui est déjà complète. Oui. Manque de bol, mais du coup, comment t'es venu un petit peu cette idée, et puis comment t'as fait pour récupérer autant d'intervenants, qui sont plutôt, je pense, occupés aussi rapidement. En fait, comment ça s'est fait? Ça s'est fait d'un constat très simple. Ça fait plusieurs mois que je fais des apéros SEO à Lyon, qui à la base étaient organisés par Michael Barbosa. Et puis, au fil du temps, on est passé de 5 à 10 à 20 à 30. Et on se demandait comment on pouvait faire un truc sympa. Donc, on a proposé plus ou moins un meet-up. Ce meet-up-là, je l'ai créé sur meetup.com. Je l'ai lancé. Une semaine ou 2 semaines après, il y avait plus de 100 personnes inscrites. Et puis, 2 ou 3 semaines après, enfin, un mois plus tard, il y avait plus de 200 personnes inscrites. Et donc, il y avait une première date. Cette première date, en fait, tombait plus ou moins dans l'accouchement de ma femme, donc je l'ai repoussée une première fois. Ouais. Je l'ai repoussée une deuxième fois, voire une troisième fois. Et la quatrième fois, en fait, j'ai mis une date au hasard dessus. C'était à peu près il y a 2-3 semaines. Et j'ai dit, je ne bougerai pas la date. Et en fait, il y a 7 jours, donc mercredi dernier, j'ai appelé plein de potes, donc Paul, Laurent, Kevin, David, etc. Et je leur ai expliqué que je lancerais un événement plutôt qu'un meet-up, un vrai événement. Ouais. Et en moins de 2 heures, tous les intervenants qui sont présents aujourd'hui avaient répondu positif. Ouais, c'est une belle réussite, parce que il y a vraiment des belles têtes d'affiches pour ceux que je connais à peu près. Il y a quand même du lourd, et de vues comme ça, vraiment des profils différents. Oui, c'est pour ça qu'on a appelé Black and White SEO, parce que il va y avoir du black, il va y avoir du gris, il va y avoir du blanc. Et en fait, finalement, on va faire un mélange, un cocktail explosif. Je m'en doute. Pour la partie black, à mon avis, Paul, Kevin, toi, tu vas être plutôt, t'es un peu entre les deux, toi. Ça va être les gris, voire gris, ça va être. Ouais. Il y a Laurent qui va parler de son cocon sémantique en façon Black Hat. Ouais. Donc ça peut être assez intéressant. Si on prend un petit peu la liste des intervenants. Des intervenants. Je peux te les décrire si tu veux. Allez. Nicolas Robino, connu pour justement cette partie presse, comment obtenir des liens presse, méthode de drague, etc. Ok. Donc, je ne sais... Alors, est-ce que tu penses pas que alors ça va s'adresser, de toute façon ça intéressera toujours une partie de l'audience, mais ça s'adresse plutôt, tu penses, aux gros sites, on va dire, qui finalement sont sur quelque chose de vraiment pérenne. Je pense pas. Je pense que tu peux très bien créer le buzz avec un site qui a 2 jours, du moment que tu arrives à te faire remarquer. Nous, on a monté des sites avec des partenaires type Jean-Baptiste Marchand-Ravier, sur du buzz, qui se sont fait remarquer par Énergie, par d'autres radios en moins de 48 heures. Okay, et donc, est-ce qu'il y a eu une volonté? Est-ce qu'il y a eu une démarche de votre part? Non. Non, c'était un site de buzz. Il n'y a aucune démarche de notre part d'avoir des liens sur des sites de presse, etc. Par contre, quand ça arrive, t'es content. Mais il n'y avait aucun intérêt, même nous, il n'y avait aucun intérêt SEO sur ce projet-là. C'était un réseau, un intérêt social. Donc c'est tout. Mais je pense pas que ça s'intéresse qu'au gros site. Tu peux très bien avoir un site petit ou médium et obtenir des liens de presse. Hein. Ok. Après, dans la façon d'envisager les choses, je pense que des fois le concept, ça suffit pas à lui-même, loin de là. Oui, je pense qu'il faut forcer le destin, parce que soit tu attends les liens presse et bon, c'est bien, soit tu n'attends pas les liens presse et là, tu vas les chercher et à mon avis, tu as plus de chances de les trouver, quoi. Ouais, je pense que c'est ce qui est le plus intelligent, parce que la chance, des fois, je tombe pas toujours. Voilà, clairement. Hein. Ok. Ensuite, donc, Aurélien. Oui, Aurélien, donc Delphos. SEO, sortez de chez vous. Donc là, pour le coup, il a dit que ça serait une conférence white. J'ai aucune idée de la conférence qu'il va faire aujourd'hui. Donc peut-être sortez des sentiers battus. Je sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un de très compétent dans son domaine. Donc je pense que ça va être une conférence qui va être sympathique. Ok. SEO à l'international, donc ça va être bon.
je te laisse en dire quelques mots, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Alors ça concerne pas tout le monde, mais par contre quand on y est confronté, c'est assez casse-couille. Ouais, en fait, le SEO à l'international, il y a énormément de facteurs qui jouent à l'intérieur, c'est-à-dire la langue du pays, comment réagissent les gens, etc. Donc je pense que ça va être une conférence qui va être axée là-dessus, parce que Ludovic et Anastasia gèrent aujourd'hui un site qui est assez gros au niveau langue. Je crois que c'est plus de 8 pays différents. Ouais. Donc c'est hyper intéressant. Après, on n'est pas tous confrontés à ce problème-là. Mais on a tous à un moment donné se poser la question, est-ce qu'il faut un nom de domaine propre, est-ce qu'il faut des sous-dossiers, des sous-domaines. Donc je pense que ça va être une conférence qui va être sympa dans le genre, quoi. Ouais. Les 10 règles à respecter pour auditer un site. Ouais, donc là ça va être axé au website, un audit de site. Bon, Sandrine, je pense qu'elle est connue dans le milieu pour le on-site aussi. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va être axé des méthodes, des règles à respecter, à ne pas oublier, etc. quoi. D'accord. Sandrine, elle était avant d'être donc employée dans ta team là. Elle avait déjà une certaine visibilité hein, sur. Oui, bien sûr. Sandrine, c'est gain de temps, c'est le blog gain de temps, c'est un outil des aveux aussi, c'est pas mal d'expérience dans le domaine SEO en tant que freelance. Donc oui, c'est quelqu'un qui était déjà dans la sphère SEO. Hein. Ouais, je me disais bien. Ok. Si on attaque donc, comment attaquer une niche et la dominer? Donc comment tu vas aborder ça un petit peu? Bah là, plutôt que penser site internet, on va penser global. Et comment on va faire pour attaquer un marché et essayer de le dominer le plus possible et de laisser le moins de place possible aux autres, quoi. Ok, donc tu vas essayer de parler des différents angles pour attaquer. Montrer qu'il n'y a pas qu'un site internet, il n'y a pas qu'un site web qui fait que tu peux avoir du trafic et donc du ROI. Ok, tu vas parler des réseaux sociaux, des choses comme ça, non? Oui, par exemple, oui. D'accord, place de marché aussi. Oui, pourquoi pas, ouais. Ok, c'est quelque chose que tu fais toi, les places de marché ou pas trop? Non, je laisse ça à ceux qui savent bien le faire, type Rodrigue, type d'autres personnes. Je pense que c'est un métier à part entière, il y a beaucoup de tests sur le pricing, sur comment ça fonctionne, etc. Je pense que n'importe qui ne s'improvise pas dans les places de marché. Non, et pourtant, alors pour le pourtant, coup, je pense qu'il y a énormément d'argent à se faire. Il y a beaucoup de places, hein. Il y a encore beaucoup de places, il y a... Oui, parce que tout le monde se dit la même chose qu'on vient de se dire. Finalement, c'est pas trop compliqué, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour explorer cette façon-là du web, et je laisse à d'autres. Et ceux-là, pas se gavent, mais ils ont essayé, ils ont pris du temps, et c'est normal qu'ils réussissent. Hein. C'est-à-dire qu'aussi, il y a une approche qui est différente dans le sens où finalement, tu vois, le côté SEO, il y a un côté passion. Oui, bien sûr. Là que pour l'argent, quand tu passes sur une place de marché, bon, c'est clairement pour faire de l'argent. Déjà parce que tu vas en lâcher avant. Donc, tu as vraiment une logique de commerçant. Tu es direct dans le... C'est moins, finalement... c'est moins gentil que le SEO dans un sens, j'ai envie de dire. En fait, là, il y a de l'argent directement en jeu, donc forcément. Après, je connais pas du tout le système des places de marché, donc je ne sais pas comment ça se gère. Hein. Mais à mon avis, vu qu'il y a de l'argent en jeu, et c'est comme partout, à chaque fois qu'il y a de l'argent en jeu, je pense que de toute façon, les gens deviennent moins sympathiques. C'est plus ou moins normal. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, d'un point de vue éthique, bon, moi, je fais un petit peu des places de marché. Il y a un truc qui me gêne énormément, mais après, il faut pas être, faut pas être neuneux, faut en profiter tant que c'est là. Mais Amazon, là où ça pose quand même un souci, c'est que la concurrence en fait entre les différents marchands qui vont vendre le même produit, elle est complètement cassée en deux parce que le score en fait qui fait que tu vas être affiché ou pas dans la box par défaut, il va être défini quasiment à 80% par ton prix. Oui, donc c'est vraiment quelque chose qui tire les prix vers le bas. Je trouve que c'est un peu vicieux quoi. Oui, non, mais n'oublie pas qu'il faut qu'ils vendent derrière aussi. Donc plus ils ont le prix bas, moins les gens iront acheter ailleurs que chez Amazon. Donc c'est normal l'un dans l'autre. Après, c'est tout un débat. Mais je pense que c'est la normalité. Tu es Amazon, tu veux vendre. D'arriver, il y a du discours, il y a du e-commerce. S'il y a le même PC moins cher sur Amazon, les gens vont l'acheter chez Amazon. C'est pas compliqué. Hein. Je pense que c'est surtout pour ça. Après, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est pas correct, etc. Ça, c'est vraiment le débat. Mais je pense que les gens veulent vendre et c'est normal.
C'est vrai, mais par contre, bon, quand même, si tu veux, finalement, comme des fois, tu te retrouves à 10 commerçants à vendre le même produit, Ouais. le seul moyen que tu as, grosso modo, pour te faire acheter en étant sur Mais c'est Amazon, vrai, hein. c'est de baisser ton prix, et bon, Bah, après, c'est dangereux parce que c'est dangereux, effectivement, voilà, c'est très dangereux. les gros e-commerçants, etc., peuvent faire des... Enfin, la personne qui achète 1000 ballons de foot et qui ne vend que des ballons de foot peut se permettre de baisser son prix. Ouais. La personne qui a des ballons de foot, des survêtes, des t-shirts, effectivement, elle a plus de mal à baisser le prix. Maintenant, je veux dire, Amazon, c'est un système. Il y a du eBay, il y a d'autres systèmes pour vendre des produits. Euh, Peut-être effectivement que les plus petits ou ceux qui ont moins de gestion sur les prix sont peut-être moins avantagés. Après, je parle Alors, de sujets que je connais pas. tu maîtrises pas trop, ok, bon, si je terminerai juste là-dessus, finalement, moi, le conseil que je donnerais, si on attaque les trucs type Amazon et qu'on est un petit, il faut absolument avoir sa marque, en fait, pour pas se Ouais, faire. voilà. Moi, je pense. Ouais. Donc c'est un bon truc. Ok, donc tu vas parler finalement de réseaux sociaux, YouTube, des choses comme ça. Tout ce qui est possible aujourd'hui, à ma connaissance, pour amener du trafic et donc dominer vraiment Ok. une niche et sûrement des exemples, etc. Trafic payant aussi? Je pense pas. Non, tu Je penses pas? pense pas. Ok. Après, c'est une méthode, hein. Elle fonctionne, etc. Là, on va essayer de trouver des choses qui sont plutôt dans un sens gratuit. Gratuit ou alors pas très cher. Donc, on va éviter la droite. Là. Ok. Référencement local, tu vas en parler? Tout dépend si l'exemple que je donne est niché localement ou pas. Ok, ok. Je sais pas encore exactement quel exemple je prendrai ou si je pars sur un truc neuf. En fonction du besoin que je vais identifier, je ferai plus ou moins du local ou pas, du Google adresse ou pas, etc. Ok, ok, ok. Ça c'est finalement quelque chose d'assez concurrentiel peut devenir une sorte de niche, hein, si Google Bah fait si, sortir les... ouais, bien sûr, ouais. Les Google adresses, je veux dire, enfin quand tu fais ça, si tu maîtrisais, si tu maîtrises le Google Maps, etc. Je veux dire, il y a des choses à faire. Ouais, ouais, Énormément de complètement. choses à faire. Aujourd'hui, là, depuis 2-3 mois, t'as énormément de choses à faire. Ouais. J'ai jamais attaqué ça, hein, mais bon pour le coup, ouais, Bah, c'est je quand pense même. que c'est un métier à part entière, quoi. Ouais. Ok, alors écoute, on va partir sur Kevin. Alors pour le coup, Kevin, bon, tout le monde le connaît. Comment évaluer la difficulté SEO d'un mot-clé? Bah, justement, d'ailleurs, il y aura peut-être un changement. Kevin passera peut-être avant moi, Ouais. tout simplement parce que une fois que tu as défini la difficulté de ce mot-clé-là, bah, ensuite tu peux l'attaquer et le dominer. C'est pas logique que tu domines une niche avant de connaître le Ouais. mot-clé. Ouais, Donc, ouais. on est en train de réfléchir pour la changer de place. De toute façon, il va parler de comment on évalue, hein, tout simplement, tel mot-clé, est-ce qu'il est difficile ou pas, est-ce que ça serait plus simple de partir sur un dérivé ou sur une requête long train ou middle train. Je pense qu'il va parler de ça et la puissance des sites qui sont en place pour pouvoir attaquer cette niche, enfin ce mot-clé, quoi. Ouais. Ouais, d'ailleurs c'est quasi, enfin c'est presque finalement le secret, ouais, c'est de se placer là où il y a de la place, hein, enfin là où on est capable de se placer, sinon Oui, tout à fait. Hein. c'est une perte de temps. Ninja Linker. Alors, Bon, Ninja Linker, David, la footprint, à mon avis, ça va être toutes les méthodes type footprint, etc. Qu'on ne pense pas, soit par oubli, soit par non connaissance, et qui font la différence à un moment donné. Je pense qu'il y a énormément de méthodes de footprint sur comment on tape un footprint correctement, comment on utilise les outils Google pour sortir un résultat, etc. Je pense que ça va être beaucoup dans cet axe-là et ça va être super intéressant dans les vues. ok, oui, de toute façon, lui pour le coup aussi, je l'ai entendu par le passé, c'est assez sympa ce qu'il fait. Mener un contrat SEO sans bullshit. Alors là, c'est une conférence qui, moi, déjà m'intéresse beaucoup, parce qu'on est confronté tous les jours à ce problème-là, c'est comment on fait respecter un contrat à la lettre, comment ça fonctionne, etc. Donc je pense que c'est vraiment un truc qui va être intéressant. Vraiment comprendre le contrat, c'est important, il faut telle ou telle chose dedans, il faut pas se louper, etc. Je pense qu'elle va être super intéressante.
Et ça, en plus, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de ceux qui se lancent. Oui, bien sûr. Hein. C'est pas forcément palpitant, mais c'est presque essentiel quand on c'est obligatoire. La prestation. Voilà. Comme ça, on met une petite pression à Fred. Ouais, Fred. Fred, voilà. C'est à déchirer, quoi. Okay. Non, c'est vrai que pour le coup, savoir monter, faire monter un site sur des mots-clés, c'est pas pour autant savoir bien encadrer une prestation. Ah oui, je veux dire, on a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui ont des boîtes aujourd'hui et qui ont des salariés. Les contrats, l'administratif, c'est relou, c'est hyper relou. C'est très lourd, c'est vrai, je confirme. Moi, si aujourd'hui Marine n'était pas salarié de la boîte, c'est catastrophique. Je veux dire, on a tous le même problème, il faut répondre aux devis, il faut répondre aux contrats, etc. C'est relou, c'est vraiment relou. Donc, je pense que c'est important, quoi. Et surtout, ce qu'il faut voir, alors je sais pas si tu as déjà entendu un petit peu ça, mais grosso modo, les prestataires SEO, c'est un petit peu comme les garagistes, quoi. Tu sais pas trop ce que tu payes, tu sais pas trop le résultat que tu vas avoir, et il y a souvent lieu tu vois, les clients sont souvent déçus, c'est ça que je veux dire. Il y a des clients qui sont contents, mais ça arrive assez souvent. Si le client est déçu, c'est que tu lui as vendu du vent. C'est pas possible. Enfin, le client, si tu es honnête, franc, direct avec lui, etc. Je veux dire, il doit pas être déçu. C'est à toi de lui dire, de pas lui vendre la lune, de pas lui expliquer concrètement ce qui se passe, etc. C'est à toi de comprendre la situation, je veux dire. Ouais, j'ai plutôt tendance à le calmer aussi dès le départ, comme ça. Voilà. C'est à toi de calmer ton client, de lui expliquer concrètement ce qui se passe, ce qui va se passer, pas lui promettre la lune, etc. Voilà, c'est vraiment, c'est ça aussi. Hein. Il y a pas quelque chose tout le temps de positif, mais il faut amener le client vers une démarche de héroïne positive. Ça, c'est l'évidence. Ouais. De toute façon, c'est sûr. De toute façon, le SEO, je crois que c'est comme les médecins, je crois qu'il a une obligation de moyens. Bien sûr. Après, c'est ton éthique qui fait que tu as une obligation de moyens ou pas, et tu as une obligation quand même d'être correct avec ton client et de lui expliquer concrètement ce que tu vas faire, et lui expliquer que tu es pas Google et que tu joues avec un algorithme que tu ne connais pas. Que tu connais partiellement et que tu ne maîtrises pas. Ouais. Les clients, de toute façon, au départ, quand nous on les brief, clairement, on explique qu'on n'est pas de Google, on n'est pas chez Google, on maîtrise pas Google. Il y a une mise à jour qui peut tomber demain et tout péter. C'est à toi d'éduquer ton client dans ce rythme-là. Hein. Après, c'est tout le monde pareil. Et j'ai envie de dire, les clients sont de plus en plus habitués. C'est très dur de le faire comprendre, mais il faut le faire comprendre. Moi, je préfère ne pas signer un client plutôt que le signer juste pour lui promettre la lune alors qu'on n'arrivera pas à aller sur la lune, quoi. T'atterriras en Picardie, quoi. Ok. Et encore, pardon. Tu fais un peu de formation quand tu fais des prestations clients. Est-ce que tu fais un petit accompagnement Est-ce qu'il en sort moins bête ou c'est uniquement de la prestation externe? Il y a des clients qui en ont rien à foutre de sortir moins bête. D'accord. Par contre, il y a des clients qui ont besoin de transmission de savoir et là où effectivement on met en place 1 heure par mois, 2 heures par mois. Qu'est-ce qu'un lien, qu'est-ce qu'un bon lien, qu'est-ce qu'une balise H1, qu'est-ce qu'une balise title, comment ça fonctionne, etc. Mais il y a des clients qui en ont absolument rien à se couiller. Ouais, parce que leur but, eux, c'est de savoir vendre, et nous, c'est de savoir se positionner. Voilà, chacun son métier. Ok. Après, par contre, pour un petit client, par exemple, je trouve que pour évaluer, voilà, c'est très important de savoir, grosso modo, à peu près, son niveau, bien sûr. Ouais. C'est comme ça, voilà, tu sais quoi demander, tu sais ce que tu auras en bout, quoi. Oui, non, c'est clair, ouais. Laurent, donc pareil, hein, à peu près. Laurent, tout le monde connaît Laurent, tout le monde connaît son cocon sémantique, enfin tout le monde, tous ceux qui suivent un petit peu l'actualité. Et là, aujourd'hui, on nous parlait du cocon sémantique version Black Hat. Alors, j'ai aucune idée de quoi de quoi il va parler exactement. Ce que je sais, c'est que le cocon sémantique, ça marche. Maintenant, en version Black Hat, peut-être une version moins lourde, plus automatisée, qui tiendra peut-être moins longtemps, je sais pas. Mais je pense qu'elle va être hyper intéressante parce que c'est vrai que beaucoup de monde connaît le cocon sémantique version standard.
Version Black Hat, j'en ai jamais entendu parler. Non, pour le coup, moi non plus. C'est quelque chose que tu utilises, toi, le cocon sémantique, pour... Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Ok. Très souvent, enfin de plus en plus, on arrive avec des clients qui te disent j'ai 1 an d'expérience en SEO, j'ai déjà pris la formation de Laurent Bourrelli sur le cocon sémantique, donc je suis au courant de ça. Et puis à partir de là, tu sais déjà que le client est plus ou moins éduqué au SEO et donc ça va être beaucoup plus facile de lui faire comprendre les choses. C'est marrant ça d'avoir lancé carrément un concept cocon C'est sémantique. génial, ouais. Ah, c'est rigolo quoi. Je veux dire. Laurent est très bon en branding et je pense que il a bien raison et que de toute façon c'est une méthode qui fonctionne. Si elle ne fonctionnait pas, ça serait autre chose. Là, c'est quelque chose qui fonctionne, donc forcément, c'est normal qu'il y ait du succès, quoi. Par contre, enfin de ce que j'ai pu moi en voir, c'est quelque chose où tu fais à fond. Enfin, tu peux pas le faire à moitié, ça sert à rien quoi. Il faut. C'est comme tout, hein. Si tu veux gagner une course, tu la cours correctement. C'est assez chronophage quand même, je veux dire. T'as eu des résultats à court terme ou c'est quand même assez. Ça peut être très rapide, hein. Ça peut être en moins d'1 mois que c'est des premiers résultats, hein, clairement. Après, en plus, plus tu envoies du jus sur les pages mères, plus la puissance se met en place, hein. Tu peux faire un cocon de 20 pages comme tu peux en faire un de 200 pages, comme un de 2000 pages, hein. Ouais, puis l'idée, finalement, c'est de jamais s'arrêter, du coup, voilà. Bon, c'est sans fin son truc, en fait, hein. Par contre. Ouais, non, c'est clair. Oui, c'est sans fin, ouais. Bah, c'est ça qui est génial aussi. Puisque c'est sans fin, tu peux intégrer tous les mots-clés de ta thématique, tout l'univers sémantique de ta thématique, plus d'un mois. Ouais, complètement. Bon, moi, ça, tu veux, je vais mettre mis en place parce que j'aurais des difficultés à sous-traiter le côté rédaction, mais bon, pour le coup, de toute façon. Après, voilà, c'est logique, mais bon, c'est efficace. Bon, Paul. Paul, il n'y a rien à dire, je pense. Hein. Est-ce que Black Hat est mort donc forcément, je pense qu'il va répondre à tout ce qui est est-ce qu'on envoie 1000 liens aujourd'hui, ça fonctionne ou pas, est-ce que le négatif ça marche ou pas, enfin, tout ce qui est sombre et que les gens se posent des questions aujourd'hui, tout simplement. Hein. Ouais. Paul, ouais. Très bon, Paul. Il fait bien passer son spirit quand il parle. Voilà. C'est une Paul, phrase d'info. En tant que transmission justement de spirit, c'est vrai que j'adore quoi. Ouais. Ah, il est énorme, Paul. Et qu'est-ce que tu penses du Black Hat? Est-ce qu'il est mort, toi, ou est-ce qu'il est en train il est un peu malade ou quoi? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on définit dans le Black Hat? Est-ce que faire 1000 liens le même jour sur 1000 sites différents, c'est du Black Hat? Pour moi, c'est pas du Black Hat. Est-ce que faire du Xrummer, c'est mort? Voilà. Mais peut-être faire du Xrummer pour indexer des liens de niveau 3, 4, peut-être ce n'est pas mort. Voilà, je veux dire, tout dépend comment tu utilises le Black Hat et comment tu le définis surtout. Moi, pour moi, le Black Hat, c'est simplement une méthode qui dit que tu peux faire un lien ou 100 liens. Et si tu es capable de faire un lien, tu peux le faire sans lien. Tu vois c'est tout. Oui, de toute façon, Black Hat, comme on disait, hein, enfin, c'est plus un état d'esprit plutôt que voilà, c'est une façon de penser plus qu'autre chose. Mais pour moi, il y a vraiment une différence entre l'esprit Black Hat et l'esprit White Hat. Ah oui, c'est un état d'esprit, c'est clair et net. Même dans le spirit, même quand tu partages, etc. Quand tu es plutôt axé Black Hat, tu partages et tu sais que de toute façon c'est un état d'esprit et qu'un jour tu auras un retour ou un retour positif ou de toute façon des contacts, etc. Et puis bon, le côté alors Black Hat encore pour moi voilà, c'est être curieux. Je trouve que le métier de référenceur, si tu te cantonnes vraiment au guideline de Google, ce que tu ne rentres pas, je veux dire. Tu rentres pas, mais en plus tu te fais chier. Enfin moi, je veux dire. Oui, mais attention. Toi, tu as tes propres sites. Quand tu joues avec des sites clients, il y a des moments, tu es obligé de te cantonner à. C'est pas marrant. Complètement. Ah, par contre, t'as raison. Après, tu peux rendre le c'est pas marrant par c'est plus sexy, quoi. Ouais. Mais après, à toi de rendre la prestation sexy et de dire au client on va faire du tampon parce que si, etc. C'est à toi en tant que SEO de mener cette barque-là. Par exemple, il y a un truc que nous, avant que Sandrine arrive, que je n'utilisais jamais, c'était vraiment l'analytics poussée.
Les logs, j'ai rencontré Jean-Benoît Moi, c'est génial. Ouais, ouais. Quand tu entends Polo SEO parler d'analyse analytique, c'est génial. Et il y a plein d'axes, il y a tellement d'axes possibles et imaginables Mais c'est que, vrai ça. Ouais. si tu veux, je trouve que c'est génial, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses finalement. On peut pas tout faire. L'analytique comme ça semble pas. Enfin moi, tu vois, ça me fait pas palpiter. Et pour autant. L'analytique, mais pourtant, tu peux faire des trucs qui sont fous. Ouais. Ne serait-ce que des marqueurs juste pour comprendre que quelles sont toutes les pénalités Google. Ce jour-là, je fais une action de modification des titles. Je le marque. Bah, t'as une date de marquage et tu vois dans 10 jours c'est l'effet positif négatif. Et même moi au début j'étais pas du tout dans l'analytique et je pense que plus tu gères des gros sites, plus tu es obligé d'aller dans ce sens-là. Tout comme l'analyse de log qui est prioritaire quand tu gères des gros sites. D'ailleurs là on sort un plugin, je te coupe, excuse-moi. Vas-y. On sort un plugin basé sur Analytics pour sortir que les pages utiles d'un site, qui sera en vente là dans moins d'un mois. Cet outil-là est génial, quoi. Ton agence? Oui, moi, mon agence. Toi, tout, enfin global quoi. Ouais, on Ok. sort un tool qui va pas être cher, entre 30 et 50 euros, je pense, et licence à vie, multidomaine, etc. Qui on va en fait faire la chose suivante. Tu prends un site qui a 1 million de pages. Dans ces 1 million de pages, bah, tu as peut-être en fait 500 000 pages qui ne servent à rien. Le tool va automatiquement les trouver, les repérer, et tu vas pouvoir automatiquement créer des 301, des 404, des 302 vers les pages que tu veux automatiquement. Ok. C'est le premier tool que tu vas sortir comme ça que tu mets en vente libre? J'en avais sorti un il y a 3 ans qui était en fait automatique dans WordPress d'articles, etc. Ouais. Là c'est le premier. Après je l'ai fait pour moi à la base. J'ai eu 2 demandes sur Skype quand je l'ai développé avec le développeur. Donc je me suis dit qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même besoin et voilà quoi. Donc on va le faire. Ok, bah oui, mais effectivement, de toute façon, je pense qu'il y a pas mal c'est un très bon modèle économique, hein. Enfin, ça, j'aime bien le côté produit virtuel, etc. aussi. Bon, on en a pas trop discuté. Tout ce qui est blogging, etc. avec derrière de la vente de produits, formation, etc. Est-ce que tu t'es déjà intéressé à ça? Là, on s'en est intéressé il y a à peu près 3 semaines, donc pour l'instant, j'aurais pas de retour à te faire. Là, on a créé un vrai guide dans une niche, etc. Donc 80 pages sur PDF par des gens qui connaissent vraiment le sujet, etc. Ouais. Super bien designé, etc. Donc on rentre le mail avec la pop-up, tu reçois un premier PDF gratuit de 30 pages. Tu as une succession de mails, 6-7 mails, et puis le 7e mail, boum, ça tourne, quoi. Donc là, j'ai pas de retour exact sur le produit. C'est très marrant à voir la typologie des gens, comment ça fonctionne, pourquoi ils rentrent leur mail, pourquoi ils le rentrent pas, etc. quoi. C'est très intéressant, ouais. C'est un métier à part entière, je pense. Ouais. Hein. Voilà, mais ça, on y revient, ouais, c'est clair. Hein, c'est quelque chose de complètement différent. Oui, c'est un autre métier. C'est un autre métier, mais c'est assez sympathique et c'est vrai qu'en mode blogging, si tu t'y prends bien, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et c'est aussi là que tu vois que il faut peut-être mieux avoir un site qui fait 500 visiteurs par jour mais qualifiés que 5000 qui sont pas qualifiés. Ah, mais ça c'est clair. C'est là que tu vois ce genre de choses. Complètement. Par contre, avec ton système, là, comme tu t'es lancé, tu cherches pas à développer un peu l'affinité avec ton audience, quoi. C'est assez. Ah bah là, il y a carrément un acte de comment on appelle ça comment on appelle ça, pas d'empathie, si oui d'empathie, avec le visiteur. Elle cherche quelque chose dont il a besoin, nous on peut lui transmettre et on répond vraiment à sa question. Et à partir de là, je pense que c'est pas une affinité, mais la succession de mails qui est personnalisée, au 3e mail, par exemple, on peut demander le nom de leur enfant. Donc dans le 4e mail, on va évoquer le nom de leur enfant. Donc etc. Donc il n'y a pas une vraie relation one-to-one qui se met en place. Par contre, automatiquement, oui, il y a le nom prénom dans l'email, il y a éventuellement des réponses qu'ils ont données au mail précédent, etc. Il n'y a pas d'activité personnalisée. T'as pas le truc, toutes les semaines, tu publies un article et les gens sont habitués à recevoir des mails de toi. Non, là c'est vraiment un test, on va en produit. Ouais, mais c'est pas mal. Tu couples ça avec des réseaux sociaux ou pas du tout? Pas du tout, là c'est vraiment un site qui faisait du trafic sur une niche qui était complètement absurde. Pour moi, et on a décidé de monter un guide dessus pour le monétiser tout simplement, pour tester tout ça, quoi. Ok, tu fais de la vidéo ou pas? Non,
Non? Enfin oui, je fais de la vidéo, enfin je fais de la succession d'images pour tester des choses. Bah j'en parlerai pendant ma conférence, donc je vais pas squeezer. D'accord. Mais oui, j'en fais. Ok. Et pour avoir, on va dire, voilà, un échantillon fiable, comment t'as amené du trafic dessus? Enfin, t'as choisi de payer ce trafic ou? Pas de problème. Donc, on disait, comment t'as fait pour tester ça assez rapidement ton trafic? Tu l'as sorti d'où? Tu l'as payé? Alors en fait non, pas du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un site que j'ai monté qui fonctionnait en SEO, qui avait par exemple entre 500 et 1000 visiteurs jour. Et Ouais. à partir de là, il y avait le trafic. J'ai dit bon, on va Ok. monter un vrai produit pour Ouais, tester. ouais. Ouais, c'est bien de faire comme ça. Bah, à la base, en fait, oui et non, parce que tu sais pas exactement ce que ton public attend. Par exemple, la première semaine du lancement de produit, pratiquement aucune personne rentrait les mails. Ah oui? Et en fait, j'ai compris que le besoin qu'ils avaient n'était pas d'avoir un guide tout de suite, c'était d'avoir des réponses tout de suite et puis ensuite éventuellement un guide. Ok. Enfin, j'ai compris, la personne qui nous a aidé sur le sujet a compris. D'accord. Ok, enfin bon, moi c'est vrai que quand j'ai eu fait ça, si tu veux, j'avais déjà une liste d'emails et par contre pour la monétisation, j'avais fait un sondage en leur demandant qu'est-ce qui les Voilà, tu intéresserait. vois. Du coup, vu que tu fais un sondage, tu sais qu'est-ce qui les intéresse. Moi, c'était l'inverse. J'avais l'audience, mais j'avais pas du tout ton sondage. Ouais. Et Mais donc, t'as on a lancé ce fait... site quand même. C'est un site qui a un an, hein, déjà. Hein. Ok, mais t'avais l'idée de me Pas du monétiser tout. comme Non, pas du non, tout. pas du tout. Voilà. Ok. À la base, on le monétisait classiquement, et là, je me suis dit, bon, bah, pour une fois, je vais faire un vrai produit, et on va voir ce que ça donne, quoi. Ouais, il y en a il y en a pour qui ça marche assez fort, hein, tout ce qui est. Ouais, bien sûr, tu peux, sur un malentendu, même sur un malentendu, faire énormément d'argent. Hein. Ouais, souvent sur malentendu. Ok. Bah ça marche. On pourrait aborder vite fait le Google Black Day qui va avoir lieu samedi. Ouais, bah, ouais, Google Back Day de Script SEO. Je pense qu'il faut saluer ça parce que, bon, c'est une journée de conférence qui est gratuite, fait par des personnes qui se bougent le cul, donc je pense que c'est hyper important. Il va y avoir des belles conférences, enfin c'est plutôt des ateliers de 1 heure. Et Ouais. enfin, je pense que vu la gratuité de la chose, il faut vraiment pas la louper, quoi. Ouais, complètement. Et d'autant plus que ça c'est une espèce de petite complémentarité avec, par exemple, ta conférence, où il y a des conférences qui sont un petit peu plus techniques, il me semble, sur Google Back Day, c'est un petit peu Oui, plus... il y a des choses plus techniques. Après, c'est complémentaire totalement, oui, c'est sûr. Toutes les conférences, on peut faire un petit big up au VLC plus tard. Oui, c'est vrai. Le TKN SEO, c'est pareil. Il y a plein de conférences. On est tous complémentaires. Je veux dire, après, c'est quelle information tu veux délivrer à un moment X, c'est tout. Hein. Moi, je déteste la non-concurrence, etc. Je suis pour la concurrence parce que c'est ça qui te fait avancer, quoi. Ouais. Par contre, c'est vrai que quand même, alors je trouve qu'il y a encore des gros trous. Notamment, donc tout à l'heure on l'a dit, les places de marché. Je trouve que Rodrigue, donc lui, enfin je le vois assez présent sur Twitter. Mais il y a des gros trous parce que les gens n'ont pas la volonté d'échanger dessus parce qu'ils sont assis sur quelque chose qui fonctionne et ça peut se comprendre. Tu maîtrises les places de marché, tu es plus ou moins seul. Et bah, tu vas pas dire à tout le monde, écoute, salut, je fais des places de marché. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, mais du coup, pour moi, enfin voilà, si tu veux, il pourrait y avoir vraiment des choses après, voilà, très C'est intéressantes. très dur de partager quand tu parles d'argent, en fait. Voilà. L'esprit pour moi il est là. C'est dès que ça parle d'argent, de rémunération, comment on fait de l'argent. À partir de ce moment-là, les gens se brident. En France, hein, je parle. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que pour le coup, finalement, c'est ce qui est le plus intéressant. Mais après, on peut comprendre. Hein, voilà, hein, tu te fais manger ton information en quelque sorte. Enfin, je sais pas. Ça dépend. Des fois, ça se discute tout ça. Tout ce qui est monétisation, voilà, je trouve qu'on l'aborde pas assez. Et les réseaux sociaux, dans une moindre mesure, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pareil, orienté, voilà, vraiment conversion, monétisation. On en parle Oui, pas bien trop. sûr, c'est clair et net. Après, comme je disais au début, on peut pas être de partout, c'est impossible. C'est vraiment pas possible. Maintenant, faire en mieux, etc. Ça, oui, c'est possible, mais on n'est pas capable de tout faire. Ça, c'est sûr.
ouais. Je pense que, enfin, c'est impossible. Tu peux pas être à 100% dans toutes les activités que tu peux maîtriser. Ouais, complètement. Ouais, c'est sûr. Mais pour autant, alors tiens, je vais prendre la question dans un autre sens. Si au jour d'aujourd'hui, quelqu'un voulait se lancer sur Internet et devenir indépendant via, on va dire, de la monétisation de produits, enfin que sais-je, de la publicité, de l'affiliation, etc. Par quel biais tu lui conseillerais d'attaquer? Est-ce que tu lui conseillerais de vraiment Non, focaliser non, Google comme un dingue? n'importe quel biais qui peut lui ramener de l'argent. Le mec qui vend des parapluies, peut-être que le SEO c'est pas intéressant pour lui, peut-être que les réseaux sociaux sont intéressants pour lui, faire des concours, tu vois, il y a énormément de choses qui sont possibles, ça va se faire vraiment à la mononiche, j'ai envie de dire. Un mec qui vend des serrures et qui est serrurier, va pas aller sur les réseaux sociaux, il en a rien à secouer. Donc tout dépend vraiment, et plutôt que voir ça comme un mot-clé ou comme du SEO, faut penser comme rap, visibilité. Qu'est-ce que je peux faire qui va me ramener de la visibilité. C'est comme si tu as un centre commercial, comment tu attires les gens dans ton centre commercial? Tu vas pas les attirer quand ils sont dans le centre commercial. Tu vas les attirer quand ils sont à 1 kilomètre du centre commercial avec des panneaux, avec des tests de publicité, avec des réductions, avec des promotions, avec de la redondance, etc. Et c'est pareil en SEO, il y a pas que ça, quoi. Ok. Mais voilà, ça a un petit peu changé. Avant, tu pouvais te permettre de faire ton foufou sur Google. Enfin, vraiment de focaliser dessus. Maintenant, voilà, bon, je suis un petit peu comme toi. Je pense qu'il Si, faut tu vraiment. peux, bien sûr que tu peux vivre 100% Google. Après, tu prends la dépendance de Google. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est assez difficile. Le moyen le plus facile pour moi, qu'est-ce que ça va être? Bah, finalement, ça va être. Si t'es vraiment sur une pure niche sur Google, c'est bien. Non, mais regarde, je prends un plombier, bon, après on parlera pas de l'éthique du métier, mais je prends un plombier, le mec, soit il paye de la lourde, 30 euros le clic, soit il paye un SEO, et qui va le positionner dans les 3 premiers, il paye plus rien. Je veux dire, voilà, quelle est la niche sur laquelle tu vas travailler? Je veux dire, il y a des mecs, il y a énormément de sociétés qui vivent 100% de Google aujourd'hui. Ouais. Mais par contre, c'est dangereux, c'est très dangereux. Et puis bon, enfin, de toute façon, enfin voilà, il faut une certaine. Je sais pas si moi au jour d'aujourd'hui, si je recommençais, voilà, à me former, parce que j'essaierais de voir, voilà, d'avoir vraiment une vision Oui, non, le assez mot-clé, globale du truc. c'est visibilité, c'est plus SEO, c'est trafic, visibilité. Où est-ce que je peux être au mieux pour avoir du trafic et donc de la visibilité, et donc du ROI et donc de l'argent, quoi. Ouais, complètement. Bon, bah écoute, Je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon déjà. on a fait le tour. Eh bien, on va se laisser là. Ouais. Je te dis à bientôt. Bah, à bientôt, Fred. Merci à toi pour l'accueil. Et puis, j'espère que c'était bien sympathique pour tes lecteurs. Ok, salut Julien. À bientôt tout le monde. Merci.